retraitement peut se faire à 1 gramme. Et là, il y a une étude contrôlée. Je retraite à 1 gramme, je retraite à 500 mg, je retraite à 200 mg. Est-ce que ça marche? Vous aurez peut-être la réponse dans quelques minutes. Alors, voilà. Donc ça, conclusion, spondylarthrite. Le vaccin, donc voilà, globalement, sous anti-TNF, si je vaccine 10 personnes, je préviens un cas de grippe. Donc voilà cette étude sur le rituximab. C'est une étude néerlandaise de non-infériorité, démontrée que les toutes petites doses de retraitement, ça ne marche pas moins bien. Alors les conclusions sont officiellement négatives. Ils n'ont pas pu démontrer que retraiter à 500 une fois ou à 200 une fois, ça fait pas moins bien. Mais quand on regarde les résultats mathématiques, ils sont globalement bons. Ce qui veut dire qu'à l'échelon individuel, s'il y a par exemple des problèmes de tolérance, eh bien retraiter à seulement 500, voire 200 mg, ça peut quand même être efficace à l'échelon individuel, avec moins d'effets secondaires, notamment infectieux, et bien évidemment un coût nettement inférieur. Bien sûr, la communication clé pour ceux qui n'ont pas eu la chance de m'entendre à la Société française de rhumato, j'ai représenté les données de l'étude GoPractice. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas encore très nombreux à prescrire quotidiennement le Symphony. La haute autorité française a demandé qui utilise du Symphony en France et comment. Donc c'est l'étude GoPractice, donc je vous donne quand même en 2-3 plaques les résultats de cette étude. D'abord, elle montre qu'en termes de patients, eh bien vous le voyez, car a priori, ça n'est pas tout à fait les informations que j'ai eues pour vous au Maroc, où la polyarthrite garde une place importante. Eh bien, en France, c'est la spondylarthrite qui, vous le voyez, l'emporte, si je puis dire. C'est la pathologie qui a été le plus traitée par Symphony dans le cadre de cette étude qui est sur plus de 750 malades. Le but, c'était de savoir combien de temps les malades restent sous Symphony. Une étude présentée par Bruno Fautrel sur les malades de 2012-2013, donc c'est un peu vieux, premier anti-TNF, au bout de 1 an, un malade sur 2 a arrêté. C'est à peu près 55%. Sauf le Symphony, qui est un petit peu au-dessus. Donc là, on est sur des malades plus récents, donc avec plus de compétition. Et vous voyez qu'au bout de 1 an, 2 patients sur 3 sont toujours traités par Symphony. À 2 ans, c'est un peu plus d'un malade sur 2. Vous voyez que quand les malades ont déjà été préalablement traités par anti-TNF, tout le monde le sait, les résultats sont quand même un petit peu moins bons, mais vous avez quand même plus d'un malade sur 2 toujours traité à 1 an. Et quand on regarde les 3 pathologies, pour nous Français, on s'était dit, dans la spondylarthrite, ils sont plus cool, il n'y a qu'une petite piqûre par mois. La polyarthrite, c'est peut-être un petit peu plus difficile à contrôler. On s'attendait à ce que ce soit un peu moins bon dans la PR. Eh bien, vous voyez, pas du tout. Les résultats sont aussi bons que ce soit la PR, le rhumatisme pso ou la spondylarthrite. Bien évidemment, l'efficacité clinique est confirmée et vous savez que l'efficacité est reconnue dans ces 3 pathologies. Dans les nouvelles thérapeutiques, les JAK inhibiteurs, donc pour le moment, je crois qu'au Maroc, aucune molécule n'est disponible. En France, pour le moment, il y a le tofacitinib et le baricitinib. Donc la nouveauté, c'est le filgotinib. Donc vous voyez, le programme, il est classique. Il y a les malades qui n'ont jamais eu de méthotrexate, FINCH 3. Il y a ceux en échec au méthotrexate, FINCH 1. Et il y a ceux qui sont en échec au biologique, FINCH 2. Donc il y a eu communication orale de FINCH 1 et de FINCH 3. FINCH 1, c'est Bernard Combe qui l'a présenté le mercredi du congrès. C'est une étude qui est intéressante parce qu'il y a un bras comparateur, qui est l'adalimumab, à 40 mg toutes les 2 semaines. Les résultats, on est toujours sur la CR20, donc c'est très intéressant, car vous voyez que le placebo donne 50% de répondeurs à CR20. C'est absolument énorme. On est habitué habituellement à un taux de répondeur à CR20 de 25-30%. Par contre, la supériorité est largement démontrée, puisque vous voyez qu'on arrive sur des 70-75% avec le traitement Vérum, et vous voyez que le filgotinib fait mathématiquement
équivalent avec l'adalimumab. Donc on a un effet taille qui est celui des traitements habituels. On a un énorme effet placebo lié principalement au recrutement Amérique du Sud, Europe de l'Est. Les systèmes de santé font que les malades, en fait, ils sont sous méthotrexate et ils vont très mal. Ils rentrent dans l'étude. En fait, ils ne prennent pas leur méthotrexate parce qu'ils ne l'achètent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ou alors certains disent que les investigateurs de ces pays, pour travailler dans les études, ce qui est rémunérateur, eh ben, globalement, ils arrêtent plus ou moins le méthotrexate. Mais ça, bien sûr, ce sont des supputations de mauvaise langue. L'étude Finch 2, elle a démontré que la combinaison était efficace par rapport au placebo chez les malades en échec de biologique. Et ce qui a été présenté à l'EULAR, c'est que ça marchait aussi bien que les malades aient utilisé moins de 3 ou plus de 3 biologiques préalables et que les sujets aient moins ou plus de 65 ans. Et vous voyez que pour les ZONA, qui est le risque classique de ces traitements, ils ont été observés dans cette étude que chez les jeunes. Jeunes, par définition, c'est toute personne plus jeune que vous. Et Finch 3, c'est le malade naïf, c'est la polyarthrite rhumatoïde débutante. Donc on a 4 bras avec différentes posologies, combo ou monothérapie, puisque vous savez que les JAK inhibiteurs démontrent une efficacité globalement comparable en monothérapie. Et là, vous voyez les résultats. Ils sont très bons pour le méthotrexate, qui vous donne 71% de répondeurs ACR20. Vous voyez qu'effectivement, on a 10 points supplémentaires par le filgotinib en mono ou en combothérapie. Donc c'est une étude qui démontre la supériorité clinique, qui démontre l'efficacité structurale, mais les progressions sont non cliniquement pertinentes. Et puis je reviendrai sur les données de tolérance, puisque vous savez peut-être qu'en Europe, il y a eu une alerte sur le 10 mg x 2 pour le tofacitinib, sur les accidents thromboemboliques, j'en dirai un petit mot. Alors justement, sur le tofacitinib, j'avais retenu que 2 études. Donc aujourd'hui, les laboratoires Pfizer en Europe et en France, il y a eu un arrêt immédiat de toute promotion. Donc toute l'activité médicale se maintient, donc les MSL peuvent continuer à parler du produit, le produit peut être prescrit, les études sont maintenues à 5 mg x 2. Le 10 mg x 2 est globalement d'abord n'est pas dans les AMM rhumatologiques en Europe. Il était en attente de financement pour les MICI, pour RCH, maladie de Crohn. Pour le moment, c'est suspendu parce que effectivement, une étude en cours qui s'appelle Oral Surveillance montre que mathématiquement, il y a une augmentation des embolies pulmonaires et des décès, toutes causes confondues. Donc c'est une étude qui est en cours depuis 2013 et qui, au fil des années, montre un déséquilibre sur ces accidents thromboemboliques dont on a déjà parlé sur le baricitinib, et malgré la commercialisation d'un produit fin 2012 aux États-Unis, là où toute la littérature ne montre aucun risque, eh ben, il y a une étude en cours qui montre, mais une étude face-face, c'est une étude tofacitinib versus etanercept ou adalimumab, qui montre un déséquilibre, d'où les règles aujourd'hui de prudence et les restrictions d'indication chez les sujets à risque de phlébite et d'embolie pulmonaire. Alors, c'était un peu paradoxal, puisque la communication orale sur le tofacitinib, c'était les données vraie vie à partir du registre Corona. Et quand on regarde les accidents cardiovasculaires majeurs, eh bien vous voyez qu'avec... Ah non, vous ne voyez rien du tout, vous, quand je fais la petite flèche. Donc globalement, vous voyez qu'avec ou sans ajustement, entre tofacitinib et anti-TNF, il n'y a aucune différence. Et si je regarde plus spécifiquement, ah ouais c'est petit, hein, si je regarde les thromboses veineuses profondes, si je regarde les veineuses, bon bref, et les embolies pulmonaires, ben, globalement, il n'y a pas de différence. Autrement dit, les données vraie vie, les données publiées ne montrent pas de surrisque, mais il y a cette étude face-face qui, aujourd'hui, a donné l'alerte. L'étude intéressante avec le tofacitinib, c'est l'étude Oral Shift. Donc c'est la première fois qu'elle a été présentée.
votre malade, il est sous méthotrexate, il est insuffisamment répondeur, et vous associez du tofacitinib. Et puis, il va mieux. Et quand il va mieux, on est en stratégie de désescalade. Donc, vous savez que pour des raisons économiques, on dit qu'il vaut mieux réduire et arrêter le biologique ou le traitement synthétique, mais les malades, en général, ils préfèrent arrêter les traitements chimiques. Bon. En l'occurrence, le méthotrexate, qui, vous le savez, n'est pas si bien perçu et toléré que ça. Donc là, je prends des malades sous méthotrexate, j'ajoute mon tofacitinib, et au bout de 6 mois de traitement, les malades qui sont répondeurs, et en l'occurrence qui sont en faible activité, je randomise, poursuite de la combinaison versus monothérapie. Les résultats se font sur la différentielle du DAS. C'est une étude de non-infériorité. La borne était à 0,60. Donc il y a mathématiquement un différentiel de 0,3 unités de DAS en plus chez les malades qui vont être en monothérapie, mais statistiquement, ça n'est pas inférieur à la combothérapie. Vous voyez que les courbes, pour ceux qui sont au premier rang, sont à peu près superposables. Autrement dit, c'est une étude de désescalade potentielle qui va dans le sens, bien sûr, du maintien du tofacitinib et de la monothérapie. On peut comprendre que le laboratoire Pfizer ait plutôt souhaité maintenir le tofacitinib que le méthotrexate. Et sur l'upadacitinib, donc le programme est très important. Il y a 5 études de phase 3 qui ont déjà été présentées. Donc ce qui était en communication orale, c'est l'étude où il y avait un bras adalimumab. C'était pour savoir ce qui se passe quand on switch d'un JAK à de l'adalimumab ou de l'adalimumab à un JAK. Donc vous voyez, il y a 126 patients qui sont passés de l'upadacitinib à l'adalimumab, 77 patients qui sont passés de l'adalimumab à l'upadacitinib, et globalement, les résultats sont très bons. Autrement dit, c'est une étude qui montre l'efficacité potentielle du passage de l'un à l'autre, ce qui n'est pas illogique, puisque les JAK inhibiteurs n'ont pas d'action sur le blocage du TNF. Et là aussi, en ce qui concerne les accidents thromboemboliques, donc VTE, vous voyez que dans cette étude, que ce soit le bras placebo, le méthotrexate, l'adalimumab ou l'upadacitinib sur ces deux posologies de 15 et de 30, vous voyez qu'il n'y a pas, à partir de ce programme d'études, il y a quand même près de 4000 malades, eh bien vous voyez qu'il n'y a pas non plus de signal particulier. Par contre, pour le zona, il n'y a pas photo, et c'est avec un effet dose. Et n'oubliez pas que les yeux légèrement bridés, ça multiplie encore par 2 le risque de zona, puisqu'il y a une susceptibilité génétique. Alors, dans les nouveaux traitements, eh bien, l'otilimab. Donc, l'otilimab, c'est un anticorps monoclonal anti-GM-CSF. Vous avez peut-être entendu parler du mavrilimumab. Le mavrilimumab, ce sont les études Hearst Explorer 1 et 2. C'est un anticorps anti-récepteur au GM-CSF. L'otilimab a fait l'objet d'une importante étude de phase 2, dose ranging, avec des résultats qui, sur les PRO, les critères patients, sont tout à fait satisfaisants. C'est une étude où le critère principal n'est pas atteint, mais ça marche tellement bien sur la douleur, sur la fatigue, que la compagnie a décidé de lancer le programme de phase 3. Donc ça s'appellera le programme Contraste, et 2 études sont déjà en cours. Donc la voie de l'inhibition des neutrophiles est une voie pour laquelle on a aujourd'hui 2 anticorps en développement. Ça, c'est pour vous montrer des choses rigolotes, sauf pour les laboratoires Roche, parce que c'est un de leurs produits. Donc, c'est un anti-cadérine. La cadérine, c'est une protéine d'adhésion qui intervient surtout au niveau de la cellule synoviale, donc qui, au niveau de la synovite rhumatoïde, son blocage pourrait être bénéfique. Une étude de phase 2, l'étude SECARA. Donc, vous ne voyez rien du tout, mais c'est quand même absolument extraordinaire, car vous voyez que le groupe, alors c'est ACR50 le critère principal, eh bien le placebo fait 16,2% et le traitement Vérum fait 11%. Autrement dit, le placebo
fait mieux que le traitement Vérum. Donc on a conseillé au laboratoire Roche de commercialiser ce placebo. Je vous rappelle qu'en médecine, il n'y a qu'une seule étude où on a montré que le placebo était statistiquement plus efficace que le Bravérum. Ce sont les anti-IL-17 dans le traitement de la maladie de Crohn. C'est-à-dire que quand on a un placebo qui fait mieux que le traitement Vérum, ce n'est pas normal. Parce que si le traitement Vérum ne fait rien, bah vous avez l'effet placebo. Pour être en dessous, c'est qu'il faut imaginer un effet négatif. Alors que les grands scientifiques nous ont convaincus que ça pouvait être efficace. Donc on va apprendre sûrement des choses, mais le développement ne sera pas poursuivi. L'antifractalkine, on est dans le blocage des voies de signalisation et d'adhésion cellulaire. Donc là, c'est une étude de phase 2. Elle a déjà été présentée par petits morceaux. Là, on a les résultats officiels à la semaine 24. À la semaine 24, les résultats sont significatifs. Vous voyez qu'on a un effet placebo à 35%. Aujourd'hui, les pays de recrutement sont souvent associés à un fort effet placebo, mais on a quand même toujours 20-25% d'effet taille. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un facteur biologique prédictif de réponse sur les populations CD16. Donc c'est un traitement qui est encore plus efficace chez certains patients. Donc là, le programme de développement se poursuit. Dans les petites molécules, on a été très déçus pendant des années avec les anti-MAP kinases, les anti-tyrosine kinases, les anti-P38. On est sur les inhibiteurs de la voie Janus kinase, mais il y a une autre voie de signalisation qui est la voie BTK, des Bruton tyrosine kinases, qui bloque notamment des voies comme NF-kappa-B. Donc là aussi, scientifiquement, ça devrait marcher. Il y a aujourd'hui en rhumatologie au moins 3 laboratoires qui étudient des anti-BTK. En voici un, le fenbrutinib, l'étude ENDES. Vous voyez qu'il y a quand même plus de 100 malades par bras placebo-Vérum et un bras comparateur. C'est une étude surtout, bien sûr, pour démontrer la tolérance et l'efficacité potentielle. Vous voyez que c'est une étude où on a déjà à la fois des patients en échec aux métaux, mais on a aussi une cinquantaine de malades par bras en échec de biologique. Eh bien, les résultats sur donc, le critère principal qui est la CR50, on n'est pas sur de la CR20, mais vous voyez qu'ils sont tout à fait encourageants, puisque dans les bras Vérum, on a un résultat comparable à l'adalimumab, et on a 2 fois plus de répondeurs à CR50 que dans le bras placebo. Et cette efficacité, on la retrouve aussi pour la petite population en échec aux anti-TNF. Donc, les anti-BTK vont rentrer en programme de phase 3 dans le cadre de modalités d'action originales et des stratégies complémentaires. Et je termine le côté PR par un traitement qui, je crois, n'est pas disponible, l'abatacept, qui n'est pas disponible, mais qui est un traitement que vous connaissez, bien évidemment. L'étude Empel, elle avait démontré que la combinaison méthotrexate-abatacept dans la PR établie n'était pas inférieure à méthotrexate plus adalimumab. Ils ont fait la même étude dans la PR récente, moins d'1 an d'évolution, et ils ont sélectionné des vraies PR. Elles sont doublement positives pour le facteur rhumatoïde et les anti-CCP. Et ils ont regardé si l'épitope partagé pouvait avoir un rôle, parce qu'en théorie, l'épitope partagé est associé à la présence d'ACPA, mais pas chez tout le monde. Donc on a une quarantaine de patients par bras. Vous voyez que les 3/4 sont chair d'épitope positifs. Bien évidemment, ils sont tous anti-CCP positifs, mais vous voyez que les titres sont 4 fois plus élevés chez les malades SE positifs, 5,2 de DAS à l'inclusion. Globalement, mathématiquement, surtout si je regarde ici en termes de rémission, eh bien dans cette étude, dans une population PR, double positivité facteur rhumatoïde anti-CCP, chez les malades SE positifs, vous avez globalement une efficacité très supérieure d'un traitement comme l'abatacept, qui est immunomodulateur par rapport à un anticytokinique, anti-TNF, en l'occurrence
donc l'adalimumab. Et la dernière étude, ça fait réfléchir quand même. Qu'est-ce que je pourrais faire demain si j'ai tout essayé? Eh bien, voilà la dernière communication orale late breaking du samedi matin. On utilise le malaise vagal. Un bon petit malaise vagal, vous stimulez le nerf vague et ça induit, ce que je ne savais pas d'ailleurs, le 10, quand il est activé, eh bien, il a des répercussions immunologiques anti-inflammatoires. Et effectivement, la stimulation du vague est proposée dans un certain nombre de pathologies, et en rhumatologie, ça arrive. Il y a des petits stimulateurs externes qu'on peut mettre au niveau de l'oreille, et ici, ils l'ont fait avec une société high-tech en miniaturisant un petit électrostimulateur qu'on vous met sous la peau, dans le cou. Il faut quand même déjà y aller. Alors bien sûr, ils ont pris des paires réfractaires. Mais réfractaires, c'est au moins 2 biologiques avec 2 mécanismes d'action différents. Il est clair que quand on a un arsenal thérapeutique riche, moi en France, j'essaierai pas ça avant 4 ou 5 biologiques. Mais au moins 2. Donc ils ont surtout regardé la tolérance avec différents protocoles de stimulation. Donc c'est une étude preuve de concept. Et globalement, vous voyez que quand ils font semblant de rien, il ne se passe rien. Par contre, effectivement, dans ce schéma, à 1 minute par jour ou 4 fois 1 minute par jour, eh bien, il y a un résultat. Globalement, le DAS s'améliore de 1 point. Donc, il n'y a pas eu de complications particulières. Bon, il y a eu un Claude Bernard Horner, transitoire, et il y a eu une paralysie récurrentielle transitoire. Mais bon, donc je ne sais pas s'il y aura un avenir pour ce genre de technique. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'était savoir, parce que si c'est pour faire 4 fois par jour un malaise vagal, je ne sais pas si je vais accepter ce traitement pendant des années. Ça, c'était le côté PR, et beaucoup plus rapide, car je ne dispose que d'1h45, enfin c'est ce qu'on m'avait dit au départ. L'EPSA, où est-ce qu'il est l'EPSA? EULAR 2019, EULAR 2019 EPSA. Donc un petit peu plus rapide, si tu peux me le mettre affiché. Donc il y a eu beaucoup de choses aussi sur le rhumatisme psoriasique. Donc 2-3 trucs un petit peu généraux. Donc dans les nouveaux traitements, donc, il y a bien évidemment la classe des anti-TNF que vous connaissez par cœur. Il y a le développement des anti-IL-17 avec le sécukinumab et l'ixekizumab. Il y a le développement des anti-IL-23 avec, pour le moment, uniquement l'anti-P40, donc l'ustekinumab, le Stelara. Et puis, il y a toute la classe des anti-P19. Donc, il y en a environ 4-5. Dont le guselkumab qui est déjà commercialisé en France chez Janssen, qui est le Tremfya, et puis il y a le risankizumab chez AbbVie, le tildrakizumab, le mirikizumab. Bref, pour les plus jeunes, dans 5 ans, vous avez 43 anticorps monoclonaux. On fera des interrogations. Je veux le nom de l'anticorps, le nom commercial, le nom des biosimilaires et le mode d'action. Je vous mets au défi, aujourd'hui en France, déjà sur ce qui existe, globalement, il n'y en a pas 1 sur 50 qui est capable de lister la totalité des traitements dont on dispose avec le mécanisme d'action. Il faut dire qu'on a déjà 5 biosimilaires d'adalimumab. Ça fait beaucoup. Donc, dans les anti-P19, on a eu les résultats de la première phase 2 concernant le tildrakizumab, qui est un anti-P19. Et vous voyez que l'efficacité est tout à fait significative par rapport au placebo. Vous voyez que le placebo, il arrive quand même à 40% des patients, mais on arrive quand même sur des chiffres de plus de 70% sur le traitement Vérum. C'est ce que donne globalement en phase 2 le Tremfya, le guselkumab. Donc on a l'impression d'avoir des chiffres plus élevés avec la famille des anti-P19. Ça reste à confirmer dans les études de phase 3. Pour les laboratoires Johnson, le programme s'appelle Discover 1 et 2. Et a priori, à l'ACR, on aura les résultats de la phase 3 sur guselkumab et rhumatisme psoriasique. Attention, car il y a eu une très belle communication orale
qui montrent que les résultats des phases 2 sont toujours meilleurs par rapport aux études de phase 3. Donc les études de phase 3 en général peuvent être même négatives. Le plus souvent, c'est un peu moins bon. Donc justement, le guselkumab, donc il y a eu des données complémentaires. L'étude de phase 2 a été publiée. C'était une étude complémentaire sur les données d'activité. Donc aujourd'hui, pour le moment, les dermatologues en France peuvent utiliser le produit. Donc on travaille avec eux si on a besoin. À titre indicatif pour les dermatologues, avec l'arrivée du guselkumab, eh bien, il y a des raisonnements stratégiques qui disparaissent. Vous avez eu des dizaines de topos sur la médecine personnalisée, les facteurs prédictifs de réponse. Bah oui, c'est très intéressant, mais c'est intéressant quand on est pauvre. C'est-à-dire quand on a des traitements qui marchent une fois sur deux, 2 fois sur 3. Quand vous avez des produits comme ça, qui donnent 80-90% de malades à PASI 90, c'est des traitements qui marchent de façon quasi totale chez presque tout le monde. Ben, il n'y a plus besoin de médecine personnalisée. Donc la médecine personnalisée, c'est quand on a des traitements qui marchent une fois sur 2, 2 fois sur 3. Donc ça amène les dermatologues aujourd'hui à avoir des raisonnements différents. C'est plus des raisonnements de positionnement. Est-ce que je démarre d'emblée par celui qui soigne tout le monde? Mais si j'arrête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je le garde en réserve? Est-ce que je fais du cycling? Donc ils sont dans des raisonnements de stratégie de positionnement de produits et plus de savoir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher, puisque ça marche presque toujours au max. Alors, l'étude la plus importante, c'est celle-là. Vous savez qu'en termes d'arsenal thérapeutique riche, ce qui est important, c'est les études contrôlées, double aveugle, face-face. Eh oui, sauf qu'elle n'est pas double aveugle. Mais quand même, elle est en ouvert, mais on compare donc l'ixekizumab, donc qui est un anti-L17A, comme le secukinumab, versus ADA, qui est quand même la référence des anti-TNF dans toutes les pathologies. Alors, ils ont utilisé un critère principal pour démontrer la supériorité qui associe la rhumato, ACR50, et la dermato, PASI 100. Donc quand on regarde le critère principal, eh bien l'ixekizumab gagne 36% versus 28%. Mais si vous êtes rhumatologue, vous voyez que sur la CR20 et la CR70, la CR20, la réponse est la même, et la CR70, il n'y a pas de différence significative. Donc, qu'est-ce qui gagne? C'est la peau. Vous voyez, les PASI 90, vous êtes à 72% avec l'Ixeki, vous êtes à 56%. Autrement dit, c'est une étude intéressante, certes en ouvert. Globalement, de cette étude, on ne peut pas dire qu'on démontre une supériorité pour nous, rhumatologues, sur la composante. Voilà, on a une étude avec des résultats qui, statistiquement, sont à peu près comparables, mais on gagne sur la peau. Et vous verrez ce qui a été intégré dans les recos EULAR 2019. Donc le secukinumab, lui, il a fait l'objet d'une étude qui n'est pas inintéressante, qui s'est focalisée sur les rhumatismes pso avec atteinte axiale. Puisque vous savez que l'atteinte axiale du rhumatisme pso, ça n'est pas une spondylarthrite ankylosante. Je ne vais pas parler trop fort, Maxime Nogados est encore au café. Ce n'est pas tout à fait pareil, ça n'a pas la même métrologie. On sait par exemple que les anti-L23, dans la spondylarthrite ankylosante, ça ne marchait pas. Mais vous prenez toutes les études sur le Stellara, dans les rhumes-pso avec atteinte axiale, ça marche aussi bien mathématiquement qu'avec un anti-L17. Donc là, c'est spécifique, atteinte axiale, rhume-pso-Caspar, et vous voyez qu'effectivement, par rapport au placebo, eh bien, on a une efficacité sur la composante axiale. Ça n'est pas une surprise, mais ça donne une idée du résultat sur quand même cette spécificité potentielle de l'atteinte axiale du rhumatisme pso. Cette étude, moi je l'avais déjà présentée à l'ACR, Philippe Mies l'a présentée. C'est une étude très intéressante puisqu'on prend des rhumatismes pso qui n'ont jamais eu de traitement de fond. Un malade sur 3 est traité par étanercept en monothérapie. Un malade sur 3 est traité par étanercept en combothérapie au méthotrexate. Et un malade sur 3 est traité par méthotrexate.
vous voyez que le méthotrexate tout seul, il fait moins bien. On s'en doutait. On s'en doutait, mais comme les études contre placebo sont négatives, le fait d'avoir quand même 50% de répondeurs, c'est que le méthotrexate doit quand même être efficace. Mais il n'y a pas de bras placebo. Par contre, le deuxième élément, c'est que le méthotrexate, associé aux anti-TNF dans le rhumatisme pso, ça ne sert à rien. Je sais, tout le monde le sait, mais il y en a quand même qui continuent. Vous voyez que la combothérapie, par rapport à la monothérapie, il n'y a pas de différence. C'est vrai que l'Enbrel, parce que vous allez me dire, oui, mais avec l'Enbrel, il n'y a pas d'immunogénicité, mais c'est tout aussi vrai avec les monoclonaux. Donc, une étude intéressante, parce qu'elle positionne quand même un niveau d'activité du méthotrexate en première ligne, et elle conforte qu'il n'y a pas d'intérêt à faire une combothérapie avec les anti-TNF. Le risque de cancer sous anti-TNF, pas de surrisque de cancer, sauf pour les cancers de la peau, qui ont été exclus de l'analyse parce que c'est déjà démontré. Par contre, il y a un surrisque de lymphome. Ça, ce n'est pas quelque chose qui était vraiment reconnu. Et en toute honnêteté, comme l'événement est rare, eh bien, la plupart d'entre vous ne verront jamais de lymphome dans un rhumatisme pso, et encore moins sous anti-TNF. En tout cas, moi, j'en ai pas encore vu depuis 40 ans. Les comorbidités, et je terminerai par les recos. Vous savez que dans le rhumatisme pso, c'est très très important. Donc il y a eu des données spécifiques sur PSABio. PSABio, c'est une étude internationale ouverte où on compare les caractéristiques des patients et de la réponse. Ils sont soit traités par Stelara, soit par anti-TNF, selon le bon vouloir du clinicien. Eh bien, globalement, l'Orgosec a déjà montré que les caractéristiques montraient que de façon peut-être étonnante, les malades Stelara sont plus actifs sur le plan clinique et biologique, et les résultats sont au moins aussi bons que sous anti-TNF. Là, la spécificité, c'était de voir l'impact du surpoids. Pour le moment, pas sur la réponse clinique, parce que vous savez qu'avec le Stelara chez les obèses, vous pouvez passer de 45 à 90 mg, mais c'est de montrer que le surpoids était vraiment associé à des paramètres d'activité plus importants. Et ça, moi, je ne l'aurais pas mis, parce que ça a été publié. Donc, comment traiter un rhumatisme psoriasique? C'est très simple. 640 calories par jour. Le métabolisme basal, c'est entre 800 et 1200. Donc, forcément, vous allez puiser dans les réserves. Vous allez maigrir en moyenne de 16 kilos. Et globalement, vous allez doubler le niveau de malade en rémission en LDA ACR20. Donc, c'est une étude contrôlée, mais bien évidemment, le régime... il a été fait, entre guillemets, seulement sur 3 mois. Ce qui est amusant dans la publication, c'est que plus de 8 malades sur 10 ont trouvé que c'était beaucoup plus facile à vivre que prévu et que reprendre une alimentation normale, c'était pas ça. Alors les recollars, vous faites semblant de ne pas les regarder parce qu'on n'a pas trop le droit de les diffuser. Si, l'Orgosec m'a quand même demandé l'autorisation, mais pas de photos, s'il vous plaît, parce que globalement, elles étaient interdites. Le document est un document de travail. Donc on part des recos de 2015, donc j'ai promis alors qu'on ne les diffuserait pas. Voilà le nombre d'études thérapeutiques qui ont été inclus dans l'actualisation. Qu'est-ce qui va vraiment changer? Bon, pas énormément de choses. Dans les recos de l'APR, il n'y a pas de changement. Mais Joseph Smollen part en retraite et il voulait actualiser avant de partir en retraite. Voilà, ça c'est entre nous. Donc il n'y a pas de changement. Donc, on a 6 principes généraux. Les 3 premiers sont inchangés. Simplement, il y a eu une petite modification dans le wording, dans l'écriture du 6e, où on a bien mis en avant les comorbidités que sont le syndrome métabolique, le cardiovasculaire et la dépression, qui sont à la fois des comorbidités, mais qui sont aussi des éléments qui ont concouru à l'induction de la maladie. Alors les recos, la 1, donc sur l'objectif thérapeutique, il n'a pas vraiment changé, et vous savez qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de définition de rémission LDA en pratique quotidienne, et nous n'utilisons pas des DAPSA, des CDAPSA, des PASDAS, etc. Les AINS restent le traitement symptomatique de première ligne. Les traitements locaux, bien évidemment, conservent leur place. Ce qui a un petit peu changé, et quand même, je m'attendais à ce que dans les recos 2015, ça apparaisse déjà,
c'est que quand vous avez une atteinte périphérique, avec notamment atteinte structurale, ben, on ne se contente pas d'AINS. On met en route un traitement de fond. Donc là, ce qui apparaît maintenant véritablement, c'est que l'atteinte structurale, elle est synonyme de recours à un traitement de fond, comme dans l'APR. Mais il y a d'autres facteurs qui incitent, c'est que l'efficacité, notamment sur les dactylites, eh bien, s'il n'y a pas de traitement de fond, métaux, ben vraiment, il n'y a pas d'efficacité. Donc là, ils sont allés un petit peu plus loin pour l'initiation plus précoce du premier traitement de fond, mais on en était déjà convaincu. Pour la 6, donc voilà la petite modification, c'est que globalement, en cas d'échec au CS-DIMARD, sous-entendu méthotrexate, les flunomides, voire salazopyrine, on passe au biologique, mais dans les biologiques, si l'atteinte dermatologique est importante, eh bien anti-L17 ou anti-L12-23 doivent être préférés. Donc il est clair que globalement, sur les données des études face-face, et notamment en dermatologie, les anti-L23 et les anti-L17 ont des études face-face de supériorité. Donc l'atteinte dermato nous amène potentiellement, même si ce n'est pas la majorité de nos malades, à pouvoir donner une priorité en première ligne aux anti-L23 ou aux anti-L17. La 7, elle est nouvelle, c'est globalement la position des anti-JAK. Donc vous savez que le tofacitinib en Europe, aux États-Unis, a l'AMM pour le rhumatisme pso, mais on attend le prix. Et il y a les études avec les autres anti-JAK. Donc le problème de l'anti-JAK, vous voyez, il est quand même un petit peu en arrière, puisque c'est au moins un CS-DIMARD et au moins un B-DIMARD. Donc globalement, pour le moment, par recul, par expérience, par interrogation sur la tolérance, les JAK inhibiteurs vont arriver après au moins un biologique. La 8, c'est pour la place de l'après-milaste. Vous avez ça, l'après-milaste? Alors n'ayez pas forcément trop de regrets. Le rhumatologue français considère que l'efficacité est modeste. Oui, mais tous les rhumatismes psoriasiques ne sont pas sévères. Donc l'anti-PDE4, l'après-milaste, vous voyez, il est positionné pour les maladies peu sévères, globalement après échec quand même d'un CS-DIMARD parce que ça coûte le même prix qu'un biologique. Et c'est un malade pour lequel on ne peut pas, on ne peut plus, ou on ne veut pas donner peut-être tout de suite un biologique ou un JAK inhibiteur. Il faut savoir qu'en France, il faut un spécialiste hospitalier pour prescrire un biologique ou un JAK inhibiteur, mais l'après-milaste peut être prescrit par tous les médecins de ville, donc les dermatologues de ville peuvent prescrire. Il n'y a pas de bilan pré-biothérapie, il n'y a pas de risque infectieux, donc les dermatologues prescrivent assez volontiers l'après-milaste, mais pas les rhumatos. Les formes antésitiques, ça a été retraduit, on passe directement des AINS au biologique. Dans les formes axiales, on passe des AINS au biologique. Et vous voyez que là, même en intégrant les anti-L17, l'expérience et le niveau d'efficacité sur les atteintes axiales, pour le moment, vous voyez que l'anti-TNF reste plutôt en avant par rapport aux anti-L17, où la peau peut faire potentiellement la différence. Et la dernière reco, c'est celle sur les switches, et ils en ont rajouté une toute dernière, ils ont introduit la notion potentiellement de désescalade thérapeutique. Voilà, cher président, chers amis, ce mini-marathon PR Rhumso tel que je l'ai vu pour la PR, vu, entendu pour les sessions Rhumso. Je vous remercie.